Ok. Bonjour tout le monde. Je voulais vous poser une question, mais en fait, ça a été spoilé ce matin. Donc, qui n'a jamais entendu parler de DDD avant, mais avant la présentation de ce matin? Ok, très bien. Et dans ceux qui n'ont pas levé la main, du coup, qui pensent appliquer ça déjà, au moins des choses, avoir tiré des choses et le pratiquer aujourd'hui? Ok, beaucoup moins de mains. Super. Donc je me présente rapidement, donc Pierrick, donc je suis développeur chez PayFit. Donc PayFit c'est une start-up, alors maintenant c'est une scale-up qui a levé beaucoup d'argent il y a quelques années et qui aide les PME à générer la paye automatiquement. Et je travaille pas sur la partie paye, mais plus sur les outils RH autour de satisfaction client, satisfaction pas client, mais satisfaction employé. Organigramme, alors pas la version holacratie qu'on a vue avant, la version classique qui est demandée par nos clients. Sur la partie DDD, donc là on va parler de DDD tactique. Donc en fait DDD, donc tout vient de ce livre. Donc pareil, vous pouvez mettre dans votre reading list en plus de celle d'Alain de ce matin. Donc c'est le fameux Blue Book d'Eric Evans qui est le livre qui a lancé le mouvement en 2008. Alors, il y a des parties qui ont un petit peu vieilli, mais il reste très intéressant à lire. Et il y a deux aspects, en fait, dans la partie DDD. Il y a la partie tactique où on va implémenter une solution, mais il y a surtout, et avant tout, un aspect stratégique où on va essayer de comprendre un problème. Et c'est le plus important, c'est de comprendre le bon problème pour trouver la solution au bon problème. Si on ne comprend pas le problème et qu'on implémente une solution à un problème qui est mal compris, qui ne sert à rien, bah on peut faire la meilleure solution du monde, elle ne servira à rien. Donc, avant de se lancer dans tout, faire des beaux patterns, faire du beau code, il faut bien comprendre son métier, discuter avec des experts et essayer de traduire ça dans notre code. En fait. Et du coup, Eric Evans, il a écrit son livre un peu à l'envers. Il a commencé par la partie tactique et après, il a fini sur la partie stratégique. Donc, à la limite, si vous décidez de vous lancer dans la lecture, vous pouvez inverser. Commencer par la moitié, la fin, et puis finir par le début. Mais ça se lit bien aussi dans l'autre sens. Du coup, l'idée, ça va être de se mettre en pratique. On va faire un peu de stratégique avant, donc essayer de comprendre un problème, et puis après, on va l'implémenter en utilisant des patterns qui ont été décrits par Eric Evans, mais adaptés avec TypeScript aujourd'hui. Donc l'idée, là, on va faire un contexte. On imagine qu'on est un éditeur SaaS qui va faire de la satisfaction client sur les sites internet. Donc on fournit un petit module qui permet à un client d'installer ça sur son site et de lancer un formulaire pour récupérer un feedback, savoir si il est content de l'utilisation du site, s'il est bien accessible ou pas, par exemple. Et donc en fait, autour de DDD, c'est construit tout un tas de pratiques pour explorer en fait les problématiques métiers de manière collaborative à plusieurs. Un des ateliers qui existent, c'est Domain Storytelling. Donc cet atelier, en fait, il permet de transcrire des histoires. Donc c'est quelque chose dont on va discuter pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Et à partir de ce résultat-là, je peux vous raconter l'histoire en fait du produit. Donc là, on prend un exemple. On a un client, une cliente, Jade, qui rénove des vélos vintage et elle les vend sur son site qui s'appelle VB Website. Et elle s'intéresse beaucoup à la satisfaction client et donc du coup, elle a souscrit l'offre de chez Mace Customer SaaS. Elle va mettre en place tout le système, tout notre système sur son site. Et après, en fait, elle va créer un formulaire pour récupérer le feedback de ses utilisateurs. Donc, elle va programmer le formulaire pour une certaine période. Elle va lancer peut-être une promo à un instant T. Et du coup, elle veut que ça démarre pile au jour de la promo. Et après, elle va activer le formulaire et les clients vont pouvoir donner des feedbacks directement sur le site web. Et après, elle va pouvoir suivre les feedbacks utilisateurs directement sur le portail de Amaze Customer. Donc là, ce que j'ai fait, c'était juste de suivre en fait le schéma qui était là. Donc ça, c'est un moyen de modéliser en fait une histoire et de la raconter pour essayer de comprendre le contexte. Donc ça, c'est le problème qu'on essaie de résoudre, c'est celui-ci. Et après, si on veut creuser un peu plus en détail, comment ça se passe, il y a d'autres ateliers qui sont possibles, notamment Event Storming, où là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
sur une timeline à plusieurs, toujours pareil, c'est soit avec des post-it, soit sur un Miro online, etc. Tous les événements métiers. Donc en orange, c'est les événements qui vont se passer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller sur un Miro, comme ça on va pouvoir zoomer. Et donc du coup, on va pouvoir décrire exactement ce qui se passe. Et en fait, là, l'idée de ce genre d'atelier, c'est d'aligner le langage. Dans DDD, ce qui est vraiment important, c'est le langage. Parce qu'un mot va avoir une définition dans un certain contexte. Un client... Donc là, si par exemple on parle d'un client, un client il va souscrire à l'offre, après il va générer une clé d'API, il va intégrer ça sur son site, il va créer un questionnaire de satisfaction, il va rajouter une question dessus, etc. On peut même faire apparaître des règles métiers, les commandes qu'il va émettre dans notre service, dans notre système à nous. Donc là, on imagine qu'on a créé un scheduler d'enquête, et après, l'enquête va démarrer, et il y a le end user, donc l'utilisateur du site final, qui va pouvoir utiliser une feature sur le site et donner son feedback. Et ensuite, Jade va pouvoir récupérer les informations. Donc ça, c'est une façon de modéliser en fait le process. Et ça c'est une manière collaborative. Ça, c'est le résultat de plusieurs personnes qui se sont dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe à cet instant-là, qu'est-ce qui doit se passer avant, etc. Et donc ça va nous permettre d'avoir une bonne compréhension et d'aligner le langage. Et le but, c'est que ce langage apparaisse dans le code. Que quand on lit le code, en fait, on ait le même langage que les experts métiers, etc. Ça évite les problèmes de traduction. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous présenter un peu le contexte. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà du code existant. Et nous, on va se concentrer, on va essayer de développer la fonctionnalité pour un utilisateur final de donner un feedback. Donc, alors, au vu du timing, à la base, je voulais le faire un peu en TDD avec vous. Du coup, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. C'est que j'ai implémenté tous les tests avec les différentes règles métiers qui fonctionnent. On a les tests qui tournent. Et en fait, j'ai mal fait mon TDD. C'est que j'ai oublié la partie refactoring. Je ne sais pas s'il y en a qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que TDD. Est-ce que je parle c'est... Ouais, pas du tout. Ok. L'idée, c'est d'écrire son test avant, un test un test rouge qui ne marche pas. On implémente la solution la plus rapide pour faire passer le test au vert. Donc notre test unitaire, il passe au vert. Et après, on fait une étape de refactoring pour améliorer le code. Et du coup, de manière incrémentielle, en fait, on va arriver à une solution bien architecturée. Donc là, je l'ai mal fait, j'ai oublié l'étape refactoring, donc on va faire l'étape de refactoring ensemble en essayant d'appliquer les principes de DDD tactique. Est-ce que vous voyez assez bien le code? Est-ce qu'il faut zoomer? Au fond surtout? Non, je zoome? Ouais, ok. Est-ce que c'est mieux là ou toujours pas? Toujours pas. Ok. Là, on est bon? Ouais, ça zoome là? Non? Ça zoome pas? Si? Ah non, mais ça... Ouais, c'est bizarre. J'ai pas le... Alors moi, c'est très gros sur mon écran. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est bon? Ok, super. Bon, il y a un petit problème de refresh. Ok. Donc ça, c'est l'implémentation qui a été faite, un peu basique. Donc là, en gros, au niveau du setup, donc c'est en TypeScript. J'ai utilisé Nest.js pour faire une API et Prisma pour faire les appels en base de données. Donc on a déjà un modèle de base de données qui tourne dans un Postgre où on a déjà en fait cette fonction de subscriber, de survey, de end user, de feedback, etc. Et là, du coup, on a implémenté, donc on fait un post sur cette URL-là, on envoie ces différentes informations, et en fait, on va vérifier que on a bien, le site est bien monitoré, qu'on trouve un survey, qu'il est bien démarré, et ensuite, on va aller créer le end user, parce qu'il nous a fourni son adresse mail, et on va insérer son feedback. Donc, quelque chose de très simple. Est-ce que quand vous voyez du code comme ça, c'est quoi qu'est-ce que vous en pensez de ce code? Est-ce que ça... Ouais. Très long, ouais. On a une centaine de lignes. Il y a d'autres... Non? Ouais. Ok. Découpage, etc. Ouais. Ouais, il y a pas mal de if.
Ouais, il y a du code très défensif, etc. Ok. Donc, un des premiers points, alors ça, c'est pas strictement évoqué dans DDD, mais ça va juste pour être l'étape d'après. On va se concentrer sur les primitives. L'idée là du code, ça va être qu'on fasse un code, on puisse pas représenter des choses qui sont pas représentables. En général, quand on a du code comme ça avec plein de if, du code très défensif, c'est parce qu'on peut avoir plein de cas qui vont rentrer et on va essayer de gérer un peu tous les cas. Donc le but, ça va être de faire un code qui peut pas représenter ça et donc du coup, ça va être beaucoup plus simple à gérer. Donc une des solutions, là en fait, on voit que dans le contenu de ma requête, j'ai un rating qui est un nombre, un email et une URL. Donc là, en fait, ce que je vais pouvoir faire en fait avec TypeScript, c'est d'utiliser des vrais types pour dire ce que c'est. Un rating, c'est un rating, c'est pas un nombre. Un email, c'est pareil, c'est un email. Et un website, ça va être une URI. Bon, en vrai, il y a un type URI dans TypeScript, je vais pas l'utiliser pour la démo, mais voilà. Et donc là, forcément, je vais avoir cassé mes tests parce que non, même pas, les tests ils fonctionnent, c'est étonnant. Ouais, il arrive pas à compiler, donc il a pas. Donc du coup, je vais pouvoir dire en fait que le type c'est rating, c'est un number. Bon, Copilot, il anticipe un peu la démo. Et le type URI, c'est un string. Donc en fait, là, je vais aliaser directement mes types pour pouvoir dire que ça, c'est un rating. Mais en fait, derrière TypeScript, il nous dit toujours que c'est un number derrière. Et si jamais, par exemple, là, j'ai cette fonction-là qui prend un string, si je lui dis, non, c'est plutôt un email, en fait. Alors, je vais récupérer mon type email et le mettre là. Hop, ouais, tac, je vais retirer cette partie-là, c'est pour juste après. J'ai trop fait la démo et Copilot, il a commencé à apprendre ce qu'il fallait faire. Ok. Donc là, en fait, même si lui, dans sa signature, je lui dis que c'est un email, en fait, si je lui passe mon website URI, le compilateur, il me dit rien, en fait. Il s'en fiche. Donc là, il y a un truc en TypeScript qui s'appelle les branded types. Je sais pas si, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des branded types en TypeScript? Non, très bien. Comme ça, au moins, vous aurez appris un truc. Si vous avez un truc à repartir avec, ça va être celui-ci. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir dire c'est un number, mais il a un nom particulier, un rating. Et lui, ça va être une URI, et on va faire la même chose côté email ici. Et là, en fait, on va essayer de faire du compilateur notre ami. Ah oui, juste pour info, ça fait 1 an que je fais du TypeScript. Avant, j'ai fait du .NET avec du C# et du F#, donc de l'approche fonctionnelle fortement typée aussi. Et je suis arrivé dans le monde TypeScript il y a 1 an. Voilà, c'est un petit choc quand on arrive d'un environnement de développement comme .NET ou Java, j'imagine. Et donc là, en fait, en faisant ça, maintenant TypeScript sait que ça c'est une URI et que je peux plus appeler cette fonction-là parce que je veux un email en input. Donc là déjà, avant même d'avoir lancé mes tests, j'ai un feedback de l'IDE qui me dit non, là ça va pas, là t'es en train de mélanger les torchons et les serviettes là. Donc ça on fait pas. Et donc là en gros, je veux mon end user email. Voilà, donc comme ça, là déjà je commence à donner un peu plus d'infos au compilateur pour qu'il m'aide dans ce que je vais coder. Et là en fait un rating, en vrai ça pourrait être n'importe quel chiffre, c'est un number derrière. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que on va faire en sorte qu'un rating ce soit vraiment un nombre compris entre 1 et 10. Donc cette logique là que je suis mis un peu en mode défensif de mon contrôleur, je vais vouloir que ce soit directement intégré dans le type. Alors on pourrait très bien utiliser des classes, là je vais utiliser le type, mais vous pourriez très bien faire la même chose avec la syntaxe des classes en TypeScript, c'est pareil. Donc du coup en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une fonction qui va me permettre de créer un rating et qui va en fait me caster directement le number en rating et m'assurer que il va envoyer une exception si jamais donc je vais aller déléguer cette logique là directement dans mon type rating. Donc ça en fait je vais le changer par directement
mon rating qui va être un create rating. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais commencer à faire? C'est qu'en fait, en faisant ça, je vais commencer à découpler aussi mon code de mon input, de mon body HTTP. Je vais commencer à vouloir travailler avec un vrai domaine riche, pas gérer des strings qui m'ont été envoyés par HTTP ou quoi que ce soit. Donc là, tous les usages de body, je ne veux plus les avoir dans mon code en dessous, en fait. Je ne veux pas être couplé avec le format de comment je dois requêter mon API. Ça je ne veux pas. Donc du coup, je vais aller chercher le body rating ici. En fait, ça, je vais pouvoir le supprimer. Et on va faire la même chose pour l'email. Donc on va faire un create email. Donc create email n'existe pas. On a déjà une fonction de validation. Donc là on va faire create. Oh là, je sais pas ce qu'il m'a fait là, Copilot là. Donc oui, les IA ça peut aider, mais pas toujours. Hop, donc ça, on va pouvoir fixer l'import. Et ensuite, on va faire... alors ça, c'est pas mon email, mais c'est mon end user email. Ah, il veut pas. Je suis désolé, le pupitre bouge en fait quand je code, et c'est un peu déroutant. Et notre autre input, c'est le website URI. Et on va faire pareil ici, on va faire un create URI. Et on va faire ça. Et pareil là, allez, est-ce que Copilot va être bon pour nous générer du code? Ouais, bon, il est pas trop compris ce que c'était une URI apparemment Copilot là. Mais... et donc du coup, en fait, en mettant tous ces contrôles là, je vais pouvoir retirer en fait tous ces checks dans mon contrôleur. Parce qu'en fait, je vais directement déléguer ça à mon code. Alors là, dans mes tests, ils sont rouges parce qu'en fait, je renvoyais des bad requests si jamais on m'envoyait pas les bonnes entrées. Donc je vais juste encapsuler tout ça avec un gros try catch. C'est juste pour la démo surtout. Hein. Faites pas ça en vrai. Il en manque un. C'est comme ça qu'on sait. Voilà, là les tests sont redevenus verts. Et donc du coup, avec ça, maintenant, je vais pouvoir retirer directement tout mon couplage avec le body, avec mon contrat de données finalement, dans mon code. Donc ça, c'est encore autre chose. Du body, voilà. Ça. Donc là, j'ai les tests qui tournent en bas, hein, ça fonctionne toujours. Ah, ça y est, Copilot, il commence à comprendre ce que je veux faire. Ok. Donc là, j'ai commencé, en fait, là, ligne 40, j'ai mis un peu une frontière entre, il y a le monde HTTP, il y a mon contrat de données, et après, j'arrive dans mon monde métier. Donc ça, en fait, ce qu'on a fait là, c'est en définissant le type comme ça, le type rating et le type URI avec... donc ça s'appelle un smart constructor dans le monde fonctionnel. Ça nous permet du coup de définir ce qu'on appelle des value types, donc des types valeurs. Donc si je compare un rating qui vaut 5 avec un rating qui vaut 5, c'est la même chose. Ok. Et après, donc des value types, on va pouvoir les composer aussi si on veut. Ça peut être une adresse, ça peut être un numéro de rue avec une rue, etc. Donc on pourrait imaginer typer le numéro de rue. Ça ne peut pas être négatif, etc. Il peut y avoir une lettre aussi à la fin. Enfin, c'est pas forcément qu'un nombre, c'est un peu plus compliqué. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des value types dans le jargon des DD. Et ça, en fait, ça fait partie du domaine métier. Parce que là, c'est un rating, ça fait partie de ce qu'on a discuté avant du problème. C'est que je veux connaître la satisfaction de mon client. Si je fais une enquête NPS, c'est une valeur entre 1 et 10. Parce qu'après, tout le calcul de score NPS se fait parce qu'on a des entrées qui valent 1 et 10. Et donc, du coup, je vais commencer à faire apparaître. Donc là, j'ai un espèce de monolithe, là, pour rebondir sur ce matin, qui n'est pas du tout architecturé ni quoi que ce soit. Enfin, si, j'ai quand même slicé sur la partie end-user, j'ai ma partie subscriber qui est là. Mais du coup, ça, je vais le faire apparaître dans mon domaine. Donc, je vais créer un dossier spécifique domaine. Et puis, je vais faire un fichier pour l'URI, un fichier pour le rating. Tac. Et l'email,
Email, maintenant, il fait partie de notre domaine. Tac. Donc ça, je le mets là-dedans. Hop, hop, hop. Ça et notre rating, pareil. Tac. Et après, bah forcément, il faut qu'on fixe tous nos imports. Et I2 nous fait bien pour nous. Donc là, ça y est, on commence à avoir des value types. Après, l'autre point important, c'est, comme je vous ai dit, value type, on peut comparer les valeurs. 5, ça vaut 5 en rating. Par contre, après, on a... ouais, j'ai un quart d'heure, ça va être chaud. Après, en fait, on va parler d'entités. Donc ça, c'est des entités, ça va être une combinaison de value type, ça pourrait être un, mais dont la comparaison, ça va être son identifiant. Une personne, par exemple, dans un système, va évoluer dans le temps. Il y a ces valeurs qui vont le représenter vont évoluer, mais c'est toujours la même personne. Donc il faut qu'on puisse avoir un identificateur. Donc souvent, c'est l'ID qu'on va avoir en base de données, etc. Donc là, dans l'idée, c'est j'ai une enquête. Et une enquête, il y en a une qui a été créée par mon utilisateur qui veut monitorer son site. Donc là, ce qu'on va faire, et on voit, on a des règles métiers ici. Donc et en fait, ce survey qui est ici, en fait, c'est le truc qui est retourné par mon ORM. En fait, l'ORM, il a généré des types qui matchent parfaitement les colonnes de ma base de données. Donc c'est très bien, ça me simplifie. J'ai du typage pour faire du requêtage et tout, c'est très bien. Mais c'est pas la même chose que quand je parle avec mon métier. S'il me parle d'une enquête, etc., il s'en fiche qu'il y ait une colonne optionnelle avec potentiellement une date de fin, que ce soit. Il y a une date de fin dans un survey, il a un état, etc. Donc ça, on va pouvoir essayer de le représenter avec les types. Donc là, déjà, je vais préciser qu'en fait, c'est le survey qui vient de ma base de données. Donc je le mets explicitement. Et là, on va prendre 2 minutes pour revenir vite fait sur notre event storming. Et dans l'event storming, on voit qu'il y a différents événements là qui sont liés avec notre survey. Le survey peut être planifié, il peut être démarré, et ensuite il est terminé. En fait, c'est des choses différentes. Donc comment je vais pouvoir modéliser ça avec TypeScript? Donc avec TypeScript, on va pouvoir faire des types union. Donc en fait, un survey, ça va être soit il est planifié, soit il est démarré, et soit il est terminé. D'accord? Ça, c'est les 3 étapes possibles. Et donc du coup, comment on va définir ce type-là? Donc un survey qui est planifié, il va avoir une start date, ça devrait être important, une end date. Alors, du coup, je fais des bêtises. Tac. Hop. Donc là, start date, non, started survey. Tac. Donc, ce que j'avais dit, ce qui était important, c'est qu'il a un ID. Donc là, c'est pareil, on va utiliser le système des branded types pour savoir qu'un survey ID, c'est bien un survey ID. Donc en fait, ça va être un string. En base de données, c'est stocké. Je sais pas pourquoi. Hop, survey ID. Et notre type ended survey. Tac. Pareil, il a un survey ID. Donc là, en fait, TypeScript, il ne sait pas faire la différence entre ça. C'est pas un langage fortement typé. Derrière, c'est du JavaScript. Donc en fait, si jamais j'essaie de savoir c'est quoi le type de ma variable, là, il ne va pas savoir. Donc je vais être obligé de rajouter une propriété sur laquelle je vais pouvoir discriminer en fait mon type. Donc ça va être... Ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas eu besoin de faire sur un langage comme OCaml ou F#. Alors, il devait y avoir une présentation OCaml ce matin, ça aurait été intéressant. Tac, type ended survey. Et en fait, la différence, donc, pour la planification de mon survey, la notion de date, elle est importante. Et un survey qui est démarré, en fait, il va pouvoir commencer à avoir des feedbacks.
Et des feedbacks, du coup, ça va être un rating. Donc là, je vais commencer à quand même réutiliser mes types. Et un end-user email. Et ça, c'est un tableau. OK. Il reste combien de temps? Ça, et pareil, sur un ended survey, on va avoir des feedbacks pareils. Et donc là, en fait, ce qu'on commence à voir, c'est qu'on voit émerger, en fait, différents types. Et donc ça va être, en fait, ça va être notre feedback. Ça, alors là, il ne sait pas le remplacer. Tac. Feedback, voilà. Donc là, en fait, je vais pouvoir commencer à modéliser directement dans mes types un peu ce cas-là de qu'est-ce qu'un started survey. Et en fait, là, on voit dans mon code, en base de données, en fait, j'ai une colonne avec un état, puis j'ai 2 dates. Il faut que j'aille vérifier un peu tout ça, parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me changer l'état, et puis en fait, il va pas avoir changé les bonnes dates, et en fait, mon truc, il est bien démarré, etc. Donc, si quelqu'un a accès à la base en prod, il peut faire des changements manuels. Donc là, j'ai plein de checks, en fait, pour dire qu'en fait, ça, c'est un survey qui est démarré. Et du coup, mais une fois que c'est un survey qui est démarré, je m'en fiche de sa date, en fait. Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir rajouter des feedbacks dessus. Là, c'est la fonctionnalité qu'on essaie de développer. Alors, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais switch un peu sur les implémentations. Et tac. Alors, attendez, essayez de retrouver du coup mon survey. Donc ça, c'est le... Bon, je suis désolé, on va... Donc du coup, en fait, sur les entités, on va faire pareil. On va mettre en place aussi des constructeurs pour pouvoir... Et en fait, on va pouvoir mettre directement les règles métiers à cet endroit-là et pouvoir nous retourner, en fait, le type directement. Et en fait, ce qui va changer, c'est que dans le contrôleur, on va pouvoir discriminer directement le type. C'est que si j'ai un type ended survey, c'est une bad request en fait. On a essayé de mettre un survey sur... et en fait, ça va me simplifier beaucoup l'usage de tout ça. Je suis désolé, j'accélère parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je vais aller sur la solution finale, puis on va juste parcourir le code. Non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Si j'arrive à retrouver, forcément j'en ai fait trop. Voilà. Donc du coup, désolé, j'ai pas la place pour une souris, c'est pas vrai. Donc ici nos surveys, et en fait une différence entre un survey qui est terminé et un survey qui est démarré, c'est que les feedbacks finalement, on va pouvoir avoir soit des nouveaux feedbacks, ça va être possible que sur un survey qui est démarré. Donc tout ça, on va pouvoir le modéliser directement avec nos types, ce qui fait qu'on va discriminer uniquement nos différents types. Une fois qu'on a ces entités, l'étape d'après, en fait, c'est ce qu'on va parler des agrégats. Et l'agrégat, c'est lui qui va être garant en fait de l'intégrité des données à l'intérieur. L'entité, on va pouvoir comparer par son identifiant si c'est bien le même. Mais après, pour assurer la cohérence de tout, en fait, c'est l'agrégat qui va le faire. Donc, un des principes en fait dans DDD, c'est de se dire que l'agrégat, c'est le point d'entrée sur lequel on va pouvoir faire toutes nos opérations métiers et il va assurer la cohérence. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place en fait un repository. Donc le repository va nous permettre de nous interfacer avec notre stockage. Donc là en l'occurrence c'est une base de données. Et le seul point d'entrée c'est qu'on va pouvoir récupérer en fait les surveys, notre agrégat. On ne va pas aller manipuler directement, aller récupérer le feedback de l'utilisateur Intel, est-ce qu'il en a déjà mis? Non. On va aller récupérer le survey complet et on va s'assurer de la cohérence en fait des data au global. Donc du coup là on va fetch par exemple un survey avec les feedbacks, on va faire le mapping entre le format de le data model et notre modélisation qu'on a faite. Donc là on va avoir différents feedbacks, donc en l'occurrence avec des feedbacks existants, et ensuite on va pouvoir faire directement nos opérations métiers sur notre type, et en rajoutant par exemple, donc là si on veut donner un feedback, on récupère un survey qui est démarré. Donc là en fait on va contraindre avec le type. C'est uniquement des surveys démarrés sur lesquels je peux envoyer un feedback. Donc si jamais j'essaie de faire ça avec un survey terminé, ça ne peut pas marcher. Le compilateur va me dire non. Et je vais donner un feedback. Et du coup, là, on va pouvoir l'intégrer comme un nouveau feedback.
Et en fait, pareil, toutes les opérations, les interfaces avec la base de données via le repository va se faire toujours au niveau d'un agrégat complet, parce que lui, il assure la cohérence des données. Et du coup, quand je le persiste, ici, en fait, je sais qu'il n'y a qu'un started survey qui peut changer, en fait. Donc, du coup, on va pouvoir mettre en place une transaction, créer, persister l'email de l'utilisateur et relier un feedback avec l'email de l'utilisateur. Et donc du coup, au final, en fait, on va séparer cette partie qui est purement infrastructure, qui est un détail technique d'implémentation, de comment je persiste ma data et tout ça, et le domaine va devenir pur. En fait, le domaine, la partie survey qu'on a fait, les value types qu'on a fait, les entités, etc., aucune ne doivent le moins possible, en fait, même on ne fait pas, de référencer directement les couches techniques d'implémentation ou la partie HTTP. Le domaine, il est pur. Donc là, on est sur des architectures qui ont été évoquées un peu ce matin, Oignon, etc. Il y a aussi Functional Core, Imperative Shell. Je vous donne les mots-clés pour aller creuser un peu plus loin. Mais l'idée, c'est que le domaine soit complètement isolé, fortement typé, qu'on ne puisse pas représenter des cas impossibles. Voilà. Il me reste combien de temps? J'ai complètement dépassé, c'est ça? 4 minutes? Ok. Voilà, ça va un peu vite. Donc ça, c'était pour vous donner un peu les mots-clés de comment les différents principes. Je vous laisse après aller creuser, repratiquer. J'ai commencé à poster 2-3 articles associés avec les différents exemples. Comme ça, vous pourrez reprendre après au clair derrière. Voilà. Et donc du coup, le découpage dans Eric Evans, dans le Blue Book, il pousse un découpage en 3 parties, application, domaine et infrastructure. Alors, le bouquin date de 2008, donc il fait un peu du SQL des fois dans son domaine. Maintenant, ça se fait plus. Mais du coup, la partie infra, c'est vraiment la partie d'accès aux données, technique. Le domaine est vraiment pur. Et après, on a l'application qui va orchestrer tout ça, en fait. Donc, c'est la partie qu'on a implémentée dans le contrôleur. Voilà, donc ça. Donc l'idée, en fait, pour résumer ce qu'on a fait là très vite, avoir une bonne compréhension du problème pour modéliser en fait correctement nos types, ça va nous permettre en fait d'éviter des problèmes et aussi de pouvoir faciliter la discussion avec les experts métiers. Parce que là, si je lui montre mon type en disant un survey, il peut être planifié, il peut être démarré, il peut être terminé, il va me dire ouais mais non, mais en fait il peut être mis en pause aussi potentiellement et puis reprendre plus tard. Et du coup, on va pouvoir enrichir notre modèle au fur et à mesure comme ça. Faites du compilateur un allié, en fait, en utilisant le typage très fort comme ça. En fait, le compilateur va vous donner un feedback beaucoup plus rapide que même un test unitaire. Ça va être souligné en rouge. Non, là, tu essaies de mettre un email dans une URL, ça marche pas. Donc, du coup, vous allez avoir moins d'erreurs dans votre code. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous augmentez votre compréhension de la problématique, il faut que ce soit reflété dans le code. Donc là, par exemple, on l'a vu très vite, mais finalement, un feedback, ça peut être un nouveau feedback. Peut-être que sur un nouveau feedback, je vais pouvoir faire d'autres choses. Et donc, du coup, en fait, plus on va le faire apparaître dans les types, plus ça va être détaillé, plus ça va être précis, plus on va pouvoir challenger aussi avec les experts métiers l'implémentation qu'on a faite. Et être sûr qu'on implémente correctement la bonne solution pour le bon problème. Voilà. Désolé, j'ai un peu rushé la fin. Merci Pierrick.